Un grand exemple de parthénogenèse, on a les phasmes, y compris en France, où en fait les femelles n'ont pas besoin d'avoir leurs œufs fécondés par un mâle pour créer la future génération de femelles reproductrices. Chez certaines espèces, les œufs peuvent être fécondés, donnant ainsi des mâles, mais s'ils ne sont pas fécondés, ça donnera quand même des femelles. Et chez d'autres espèces, ils ne peuvent pas être fécondés du tout, ce qui fait qu'il y a certaines espèces qui ne sont constituées que de femelles, les mâles ayant complètement disparu. Et en fait, pourquoi la parthénogenèse existe? C'est parce que la reproduction demande beaucoup d'énergie aux femelles, et le fait de pouvoir pondre sans les mâles leur économise cette énergie. Donc c'est un avantage évolutif. Exactement. Par contre, la parthénogenèse ne permet pas l'apparition de beaucoup de diversité dans les générations produites. Du coup, ça réduit aussi l'évolution future. Ena Loel Mateo Espada est une passionnée d'insectes. Elle est étudiante en master d'écologie à Montpellier. Nous poursuivons avec elle l'opération Debunk en quelque sorte, une opération de ménage dans les idées reçues, une opération qui est aussi un apport d'informations jolies et utiles sur les insectes. À part certains, comme les abeilles, les papillons ou les coccinelles, il faut bien reconnaître qu'ils ne sont guère aimés. C'est contre eux qu'on a inventé beaucoup de pesticides. Et leur déclin explique en partie celui des oiseaux. Il faut savoir que ces petits êtres disparaissent 8 fois plus vite que le reste du vivant. Nous avons donc tout intérêt à mieux les comprendre, à mieux les respecter, car ils ont toute leur place dans tous les milieux. Au cas où vous vous posez la question, comment pouvons-nous leur donner un coup de main ? 1. Vous pouvez attirer et accueillir les insectes en cultivant des plantes dont ils raffolent, notamment la lavande, le romarin, la bourrache, le pissenlit ou encore les coquelicots. Plus de coquelicots, comme dirait l'autre. 2. Il ne s'agit pas seulement d'accueillir cette biodiversité chez vous, mais aussi de la préserver. Et pour ça, il faut végétaliser au maximum vos espaces. Installez aussi des hôtels à insectes en même temps que vos nichoirs et autres mangeoires pour les oiseaux. Pensez à créer une mare qui va attirer de nombreuses espèces en voie de régression, comme les grenouilles ou les oiseaux migrateurs, ou encore les libellules. 3. Laissez un peu les tondeuses au garage. Laissez le maximum du jardin à l'état sauvage. 4. Ça paraît aller de soi, mais je le rappelle quand même. N'utilisez pas de pesticides et de produits chimiques. Remplacez-les plutôt par des produits naturels. Insectes auxiliaires, plantes répulsives, engrais verts, etc. 5. Plus indirectement, mais très efficacement, consommez des fruits et des légumes de saison. Là encore, c'est un classique. 6. Privilégiez les espèces endémiques. 7. Fabriquez votre propre compost. Vous trouverez énormément d'infos concrètes sur Internet, pour peu que vous le cherchiez. En attendant, mythes et réalités du monde des insectes, chapitre 2, c'est parti. Salut Ena. Salut Marc. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir pour la suite de nos épisodes consacrés aux insectes et sans plus attendre, j'enchaîne sur ce point, le petit le saviez-vous suivant. Tu vas nous parler des différences qu'on a déjà un peu abordées dans le premier épisode entre les criquets et les sauterelles et là on va être beaucoup plus complet. Et je commence par dire que ce n'est surtout pas la couleur, Une sauterelle n'est pas verte, il y a des criquets verts, il y a même des criquets roses. On a exposé des photos de toi sur le site de Baleines sous Gravillon, très très belles. Tu as fait une belle série qui s'intitulait La vie en vert, puis après il y avait La vie en rose, je le rappelle au passage. C'était il y a longtemps, il faudra que tu reviennes d'ailleurs exposer chez nous. J'en profite pour inviter tous les photographes naturalistes animaliers à postuler pour exposer leurs meilleures photos chez nous. Nous, on a une optique de partage. Ceux qui veulent exposer, partager ce qu'ils font, sont les bienvenus sur le site et la page Facebook de Baleines sous Gravillon. Ena Loel, donc les différences entre les criquets et les sauterelles, donc c'est certainement pas la couleur. En revanche, la première différence concerne le chant. Première différence, moi j'aurais plutôt dit celle qui est la plus facile à faire, c'est plutôt les antennes. Très juste. Puisque en fait, on peut le voir du premier coup d'œil, sans aucune hésitation. Un criquet a des antennes très courtes,
et une sauterelle a des antennes très longues. Et j'aimerais en profiter pour préciser une des idées reçues, c'est que, comme tu disais, on nous dit souvent la couleur qui les différencie. Ce n'est pas le cas, ils peuvent être verts ou bruns. On a la possibilité aussi que l'un des deux chante, l'autre non. Ça aussi c'est faux, les deux chantent. Et aussi pour les ailes, les criquets et les sauterelles sont tous les deux ailés. Donc ça, c'est pas une différence non plus. Tu as détruit en plein vol 3 idées reçues, bravo. Mais je veux bien maintenant quand même que tu me parles du chant. Il est magnifique, donc je veux bien que tu m'expliques la différence. Oui, ils ne chantent pas de la même façon. Déjà, ils stridulent. Donc les sauterelles frottent leur première paire d'ailes l'une contre l'autre, alors que les criquets frottent leurs pattes postérieures contre leur première paire d'ailes. Il y a en fait un espèce de petit peigne sur la patte qui est en relief et qui va frotter contre une des nervures de leur aile. Et associé à ça, l'emplacement des tympans pour écouter ces stridulations ne sont pas les mêmes. Chez les criquets, le tympan se situe sur l'abdomen, un peu caché derrière la patte. Et chez les sauterelles, c'est marrant, il y a une petite fente sur la première paire de pattes, qui est en fait leur tympan. C'est très étonnant. Est-ce que je peux ajouter quelques petites précisions? Ou est-ce que tu as fini? Tu peux. Alors, concernant le chant, tu n'as pas tout dit. Déjà, chez les sauterelles et les grillons qui frottent leurs ailes l'une contre l'autre, il y a aussi les grillons qui frottent leurs ailes et non pas, c'est pas pattes-ailes comme chez les criquets. Mais apparemment, il y a juste le mâle qui chante chez les sauterelles et les grillons, tandis que chez les criquets, il y a le mâle et la femelle qui peuvent chanter. J'imagine qu'ils chantent pour se trouver. Oui, c'est ça. Chez les criquets, les femelles peuvent striduler aussi, mais c'est quand même beaucoup plus souvent les mâles qui le font puisqu'ils attirent les femelles comme ça. D'accord. Tu vas me parler d'une autre différence entre les criquets et les sauterelles qui concerne tout simplement leur menu. Ils ne mangent pas la même chose. Il y en a un qui est veggie et pas l'autre. C'est ça. Les criquets sont phytophages et se nourrissent du coup de plantes, alors que les sauterelles sont omnivores et très souvent carnivores. Donc c'est des prédatrices. Ok. Mettez une grande sauterelle verte et une menthe face à face, je suis pas sûre de savoir qui gagne. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, j'aime bien. Il y a battle, comme on dit. Battle, menthe, sauterelle. Oui, complètement, mais vraiment. Oui, et puis tout le monde pourra désormais retenir que les criquets sont herbivores puisque c'est justement ces nuages de criquets ravageurs en Afrique et en Asie sont phytophages, comme tu disais. Ils mangent des plantes, ils ravagent les cultures. Donc c'est un bon moyen de se souvenir définitivement que les criquets sont veggie, comme je disais. Je pense qu'on a fini sur les criquets et les sauterelles. Je veux bien que tu me reparles un petit peu, c'est peut-être le moment de l'épée, comme disent les gens, l'épée des grandes sauterelles vertes, là, qui s'appelle la tarière, qui s'appelle aussi l'ovipositeur. À quoi ça sert, Ena? En fait, ça sert chez la femelle des sauterelles, parce que c'est uniquement présent chez les sauterelles, pas chez les femelles criquets. Et ça sert à pondre. Donc c'est un organe très allongé à l'extrémité de l'abdomen. On appelle ça aussi un sabre, parce que ça fait penser à un sabre. Mais c'est pas du tout dangereux. En fait, ça sert à s'enfoncer, par exemple, dans la terre pour pondre les œufs plus profondément. L'ovipositeur, d'accord. Je précise à ce stade que toutes les informations sur les différences entre les criquets et les sauterelles, je les ai trouvées sur un autre site. J'ai vraiment bien exploré pour préparer l'émission. Et ce site s'appelle Nature d'ici et d'ailleurs. Ena Noël, on va enchaîner sur la différence entre les libellules et les demoiselles. On l'a déjà évoqué, mais on va aller un peu plus loin. Et là, c'est sur le site Je Retiens que j'ai trouvé ces différences. Pareil, c'était très bien expliqué. J'ai envie de citer mes sources, en tout cas les sites qui m'ont aidé à préparer l'émission. Cette première différence entre libellules et demoiselles, Ena, concerne les ailes. Oui, en fait, les anisoptères, donc ce qu'on appelle les libellules vraies, celles qui sont plus massives. Celles qui faisaient presque 1 mètre d'envergure à la préhistoire. Oui, c'est ça. 70 cm, il me semble. La plus grande libellule qui ait jamais existé faisait 70 cm d'envergure. J'ai du mal à imaginer un drone pareil. Ah oui, ça c'est le fossile qui nous a appris ça, mais se l'imaginer en vrai, c'est compliqué. Ouais. Alors continue la différence. Et du coup, ces fameuses anisoptères, au repos, ils positionnent leurs ailes bien à plat, complètement étalées, comme pour se sécher, on va dire. C'est un peu l'image qu'on a. À angle droit du corps, hein. Exactement. C'est un peu ces grosses libellules là qu'on voit, voilà, qui ont leurs ailes à 90 degrés par rapport à leur thorax, à leur tête, à leur corps, à leur abdomen, et qui sont bien à plat, dessus-dessous. Et les autres? Alors que les zygoptères, donc les petites demoiselles qui sont plus fines, plus graciles, au repos, leurs ailes vont être jointes au-dessus de l'abdomen. Un peu comme des papillons. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Ah bah tu vois, les grands esprits se rencontrent. Ok, il y a une deuxième différence qui concerne les yeux, et là j'avoue que je vois pas ce que c'est. Pour les yeux, c'est très simple aussi, très visible.
Chez les anisoptères, ils ont des gros yeux sur la tête qui parfois se touchent sur le dessus de la tête. C'est une grosse partie de la tête. Des yeux composés, hein, comme les mouches. Oui, exactement. Alors que chez les zygoptères, ce sont aussi des yeux composés, mais les yeux sont plus petits et il y en a un de chaque côté de l'abdomen, un peu à l'emplacement de nos oreilles, on va dire. C'est très séparé. Ah oui, ils sont presque pédonculés, un peu comme les yeux de crabe. Exactement. Et quand j'ai expliqué ça en animation, c'était il y a quelques années, il y avait une petite fille qui m'a demandé mais du coup, c'est comme Sid dans l'âge de glace? Eh ben, c'est exactement ça. Il y a un œil de chaque côté. Et c'est très visuel, et du coup, maintenant, je raconte l'anecdote à chaque fois. C'est très facile à voir ça. D'accord, très bien. Je précise une dernière chose. J'ai appris, toujours pareil, incroyable, que la position des ailes fermées, ce sont les demoiselles. Ailes ouvertes, bien à plat, ce sont les libellules. On vient de voir les yeux. Mais il y a aussi des ailes qui sont moitié fermées. Et ces insectes-là s'appellent les lestes. Ce sont aussi des demoiselles, mais les ailes sont pas tout à fait... Enfin, explique-moi cette micro-différence au sein des demoiselles. Alors du coup, le positionnement des ailes est pas tout à fait pareil. Ils font toujours partie des zygoptères. Ils ont les ailes entrouvertes, ce qui peut poser problème quand on hésite à savoir dans quel groupe on les place. Du coup, le fait de donner les deux critères, les ailes et les yeux, si vous regardez ses yeux, elle a bien un œil de chaque côté, et donc c'est bien un zygoptère, il n'y a aucun doute. J'ai appris ce nom, les lestes, comme lest, agile, lest. En gros, ça ressemble à une libellule, quoi. Bah c'est une libellule. Les lestidés sont une famille de libellules, donc de zygoptères, en l'occurrence. Deux demoiselles, pour être précis, ouais. Voilà. Ok, c'est bien. On va enchaîner sur le saviez-vous suivant. Tu vas me parler de phases larvaires, aquatiques et terrestres. Donc évidemment, là, on voit tout de suite la différence. À quoi ça sert, en gros, ceux qui sont dans l'eau? Bah, notamment, on vient de parler des libellules, c'est le cas des larves de libellules, chacun le sait. Et il y a des larves d'insectes qui sont terrestres. Par exemple, c'est le cas de la cigale. Oui, souvent quand on voit les insectes, on pense à leur stade adulte, ceux qu'on voit le plus, ceux qui sont les plus jolis, et on oublie toute leur phase larvaire. Et chez les odonates, ils ont une phase larvaire qui est entièrement aquatique, et ils ne vont vivre que dans l'eau, et ne sortiront que pour faire leur dernière mue, où vont se développer leurs ailes. Donc les larves sont carnivores comme les adultes, et elles sont connues pour leur voracité. Elles disposent en fait d'un masque, donc c'est un organe qui est replié sous la tête, et qu'elles peuvent déployer et projeter en avant très rapidement pour capturer leur proie. C'est une particularité qu'elles perdent ensuite à l'état adulte, mais c'est super intéressant à observer. Vous trouverez des vidéos sur Internet. Les libellules sont néanmoins de redoutables prédatrices quand elles sont adultes aussi. Exactement, oui, tout à fait. Le nom de leur famille vient de dents. Les libellules ont des dents terrifiantes sur leur pièce buccale qui est différente des larves, tu viens de le dire. Leur nom d'ordre vient du fait que les odonates ont des dents à faire peur. Oui, tout à fait. Mais le masque est vraiment quelque chose qui est très spécifique aux larves de libellules et c'est quelque chose qui est à voir. Franchement, c'est une très belle technique de capture. Alors, tu m'avais vendu aussi les histoires des larves terrestres, des avantages. Oui, juste avant, je vais préciser que, comme souvent chez les insectes, la phase larvaire est plus longue et chez les libellules, ça dure entre quelques mois et quelques années avant que les individus ne soient adultes. Donc ça varie selon les espèces, mais aussi selon les conditions du milieu, notamment selon la disposition de nourriture. D'accord. Alors, est-ce que tu veux enchaîner sur les larves terrestres? Oui, du coup, je voulais parler des larves de cigales qui s'enterrent sous le sol. Donc les œufs des cigales sont pondus à la base des arbustes ou des herbes proches de la terre, et à la fin de l'été ou à l'automne, les œufs éclosent et les larves vont s'enfouir dans le sol. Donc elles ont une première paire de pattes qui est transformée pour creuser le sol et s'enterrer, et elles y vivront plusieurs années, souvent 2-3 ans, et jusqu'à 17 ans pour une espèce mais qui n'est pas en France. Donc c'est énorme pour ne vivre ensuite que quelques mois, donc 1 à 2 mois à l'état adulte où on les connaît, elles vont chanter. Donc elles vont juste sortir de la terre pour se métamorphoser en adultes ailés. D'accord. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les phases larvaires. Ena, je vais passer au point suivant qui concerne les abeilles. Toutes les abeilles, qui sont pareilles parmi les insectes les plus aimés, hein, il y en a, heureusement, mais qui vont pas très bien non plus, à cause de nous aussi, j'y reviens pas. Les abeilles ne sont pas toutes sociales. Il y a beaucoup d'espèces, y compris en France, d'abeilles solitaires. Tu tenais à en parler. Oui, en fait, on a souvent en tête l'abeille mellifère, celle qui vit en colonie, qui fait des ruches, qui crée notre bon miel. Mais en fait, la quasi-totalité des espèces vivent en solitaire.
Et ça, c'est super important à savoir, puisque on met en place souvent des ruches, soit pour faire du miel, du coup c'est une bonne raison. Parfois on met en place des ruches pour le côté biodiversité, alors qu'en fait, du coup, ce n'est pas du tout le cas, puisque ces abeilles vont rentrer en concurrence avec les abeilles solitaires qui, elles aussi, ont besoin de se nourrir et entrent en concurrence et ont moins de nectar, du coup, pour se nourrir. Alors, il se trouve que je fais un podcast pour les apiculteurs, leur syndicat qui s'appelle l'UNAF, enfin bref, qui s'appelle Le bruit de la ruche. Et j'en ai parlé avec un spécialiste, c'est un de nos épisodes, et il m'a dit que c'était presque une idée reçue. C'est-à-dire que la coexistence entre les abeilles mellifera, Apis mellifera, qui est cette espèce sociale que tout le monde connaît, et les abeilles solitaires, n'est pas aussi catastrophique que ça, qu'elles ont coévolué de toute façon depuis longtemps ensemble, et qu'encore une fois, chacun sa place, chacun ses fleurs, chacun ses périodes de la journée de butinage différentes, et que donc, ça serait presque un préjugé, m'a dit mon ami Dominique Sénat, qui est ce spécialiste des abeilles que j'interviewe dans ce podcast. Je voulais juste préciser en fait que si on met beaucoup de ruches à un endroit, en effet, ça peut avoir un impact. Évidemment, s'il y a une seule ruche, ça n'a pas d'impact. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas que l'abeille mellifère, en fait, il y a plein d'autres abeilles auxquelles on peut s'intéresser. Ce message est passé. J'ai trouvé mes informations sur un site qui s'appelle aujardin.info. Sur ce site, donc, j'ai appris l'existence de différentes espèces, en tout cas. Il y a les osmies, qu'on appelle aussi les abeilles maçonnes. Et en préparant l'émission, tu les as qualifiées de corps noir avec un cul roux. Je te laisse la responsabilité de cette description qui fera très plaisir à ton amie Christine Rollard, notre amie et spécialiste des araignées qui te connaît. Oui, les osmies, il y a une espèce en fait qui est très connue et très commune, qui a le cul roux, vraiment. Et quand on construit en fait un hôtel à insectes avec des tiges creuses, c'est souvent elles qu'on va voir venir s'installer pour installer leur nid et les boucher. D'accord. Espèce d'abeille solitaire, j'ai noté aussi l'abeille charpentière, qui est cette grosse abeille avec un corps bleuté, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Elles sont très très massives, c'est vraiment des grosses abeilles qui ont le corps entièrement noir et irisé de bleu, tout comme leurs ailes. Elles sont appelées aussi xylocopes. Et souvent, elles sont pas associées à des abeilles quand on les voit la première fois parce que c'est vraiment un aspect différent. Elles font peur un peu. Elles sont appelées abeilles charpentières parce qu'elles creusent le bois avec leurs mandibules qui sont si solides qu'elles arrivent à creuser le bois pour faire leur nid. Oui, c'est drôle, toutes ces abeilles ont encore des noms de travailleuses, hein. C'est un peu la légende de l'abeille. Donc j'ai parlé de l'abeille maçonne, là on vient de parler de l'abeille charpentière, celle qui est bleutée, la très grosse, là qui creuse le bois. Et il y a une troisième que j'ai notée, c'est l'abeille tapissière qui, elle, découpe des feuilles pour faire son nid. Toutes ces abeilles solitaires vivent dans des galeries, dans des terriers ou dans des trous, et ce sont évidemment de super auxiliaires de nos jardins. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Oui, je voulais ajouter juste un dernier groupe. Ce sont les abeilles terricoles qui creusent directement en fait dans le sol, dans la terre pour faire leur nid. Et on en voit souvent en fait à certaines époques de l'année. Par exemple, je sais que j'en ai dans mon jardin puisque j'habite près de la mer et du coup le sol est meuble et elles peuvent facilement creuser. J'ai plein de trous dans mon jardin et d'abeilles qui viennent creuser. Et c'est pas du tout dangereux, elles viennent juste faire leur nid et faire leur vie. Très bien, Anna. On va enchaîner sur le thème suivant qui va concerner des insectes que j'adore, qui s'appellent les cirfes. Et là, on va reparler d'aposématisme. C'est drôle, j'en parle dans quasiment tous mes épisodes. L'aposématisme, je vais le dire très vite, c'est ce procédé qui consiste à se revêtir de couleurs qui annonce quelque chose au prédateur, qui lui dit « je suis toxique » ou « je suis dangereux, fais attention ». Et l'inventivité de la nature est telle qu'il y a des animaux qui copient des robes ou des couleurs d'animaux dangereux, mais qui ne le sont pas. Et c'est justement le cas des cirfes, qui sont des mouches, des diptères, qui ressemblent à des abeilles ou à des guêpes noires et jaunes. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les cirfes, avec un Y ? Oui, en fait, ce principe de ressembler à une espèce dangereuse alors qu'on est complètement inoffensif, c'est appelé le mimétisme bathésien, et qui existe du coup chez de nombreuses espèces d'insectes. Là, en l'occurrence, les cirfes, qui sont des diptères, donc qui ont une seule paire d'ailes, se font passer pour des guêpes. Ils ont le corps rayé de jaune et de noir, mais ne peuvent pas du tout piquer et ne sont pas du tout dangereux. On les reconnaît aussi, elles font souvent du vol stationnaire. Et elles sont super intéressantes à observer et à étudier et à prendre en photo. Les cirfes, c'est des belles mouches, un peu de toutes les couleurs, qui ressemblent à des guêpes, on l'a dit. Je voulais que tu dises un mot sur les insectes roses, et pourquoi des insectes sont roses. C'est tout mimi, c'était une série de photos que tu as exposées chez nous il y a quelque temps. Oui, pour certains, c'est leur couleur naturelle, comme la coccinelle rose, par exemple,
ou alors le petit sphinx de la vie, qui est un papillon de nuit qui est rose et vert. Mais chez d'autres groupes, c'est plus rare, comme chez les orthoptères par exemple. Et c'est un phénomène qui s'appelle l'érythrisme. Et c'est une mutation génétique qui fait que les pigments rouges sont beaucoup plus nombreux que la normale, leur octroyant du coup cette couleur rosée plutôt que verte ou brune. Oui, alors c'est drôle. Dans les photos de ta série, il y en avait 5, il y avait une tomise, donc c'est ces araignées qui ressemblent à des boutons de fleurs et qui capturent les insectes qui viennent butiner. C'est les tomises, et donc tu nous as exposé une tomise rose, et à côté il y avait un criquet rose. Tu parlais d'orthoptère, c'est la famille des criquets, l'ordre des criquets en tout cas. J'avais mis aussi une punaise parce qu'en fait, quand les insectes viennent de muer, ils n'ont pas leur couleur définitive. Ils viennent de changer de peau et il faut que ça sèche et que les couleurs, les pigments ressortent. Et du coup, il peut y avoir des couleurs un peu farfelues. Et par exemple, j'avais photographié une punaise qui était encore toute molle. J'ai même pas pu la prendre dans mes mains, en fait. Et elle était rose, pareil. Et pour ce qui est de l'araignée crabe, la tomise, elle, c'est une couleur naturelle pour le coup, pas une mutation génétique, puisque c'est une araignée qui peut changer de couleur. Je voudrais qu'on explore un avant-dernier thème. Je voudrais que tu me parles des différentes méthodes de défense, de protection des insectes. Il y a un éventail assez large. Je voudrais qu'on passe en revue avec toi les différents types de défense des insectes. Alors, le plus connu et le plus couramment utilisé, c'est les insectes qui font les morts. C'est-à-dire que quand on prend un insecte dans nos mains, ou quand on s'approche simplement un peu trop près, donc selon sa propre perception, pas la nôtre, il va se laisser tomber, se rigidifier et rester immobile comme s'il était mort. C'est un mécanisme qui s'appelle en fait la thanatose. Les insectes font semblant d'être morts et ça les protège contre les prédateurs qui, la plupart du temps, du coup, ne sont pas intéressés par les cadavres qui pourraient être en train de pourrir et les laissent tranquilles. Donc du coup, ça les protège. Quelle est la deuxième ruse employée par les insectes ? Il y en a pas mal de différentes. Il y a le fait d'excréter un liquide répulsif. Donc chez les coccinelles et les punaises, c'est une substance odorante qui a très mauvais goût aussi. Je glisse au passage que c'est un bel exemple d'aposématisme, la coccinelle. Elle est rouge, elle n'est pas juste rouge pour décorer. Elle annonce à ses prédateurs qu'elle est toxique. C'est grâce, on pense, à ce qu'elle mange, qu'elle est toxique. Et c'est ça l'aposématisme, c'est annoncer à ses prédateurs qu'on est toxique. Et les punaises, tu l'as dit, il y en a certaines qui sont très colorées aussi, et ben c'est pareil, elles annoncent la couleur, elles disent à tout le monde, attention, si tu me bouffes, tu vas passer un sale quart d'heure. Ok, donc tu parlais de répulsif, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a aussi du coup le crache-sang, qui littéralement crache son sang, qui pour le coup est rouge, qui pareil est très très répulsif pour les prédateurs. Le crache-sang, c'est une punaise, c'est quoi ? Non, le crache-sang, c'est un coléoptère qui ressemble, on va dire, un peu à un bousier, qui est tout noir et assez bombé. Il y a 1000 autres ruses des insectes, tu veux encore en citer quelques-unes ou on a fini ? Une, les eudipodes, donc c'est des criquets qui, à l'extérieur, sont très mimétiques avec leur environnement, on ne les voit quasiment pas, mais qui ont des ailes extrêmement colorées, donc qui ont des ailes bleues ou alors rouges. Et du coup, si un prédateur s'approche d'eux, en fait, ils vont s'envoler, donc montrer leur couleur incroyable, ce qui va déboussoler le prédateur, et quand ils vont se reposer, en fait, on va plus du tout le voir, et le prédateur non plus va plus du tout le voir, puisque à la base, il cherchait quelque chose de très coloré. Très bien, Héna. On va aborder le dernier point que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. On va parler de la parthénogenèse. La parthénogenèse, c'est un truc incroyable. C'est le fait de pouvoir se reproduire, d'engendrer une descendance sans rencontre entre un mâle et une femelle. C'est juste la femelle toute seule qui se reproduit toute seule. C'est un peu la Vierge Marie des animaux. Et je commencerai par dire que la parthénogenèse n'existe pas que chez les insectes, ça existe beaucoup chez les insectes, mais on trouve des lézards qui sont capables de se reproduire. Les femelles toutes seules sont capables d'engendrer une descendance chez des lézards. Ça existe aussi bizarrement chez le très gros varan de Komodo, qui est d'ailleurs un de nos équipiers que je salue au passage, salut Quentin. Et puis il y a aussi le dindon, qui est un oiseau. Apparemment, certaines dindes seraient capables de se reproduire sans l'aide d'un mâle. Et chez certaines plantes aussi. Je signale aussi que chez les plantes, on ne parle pas de parthénogenèse, mais les plantes sont aussi capables de se reproduire. Comment dire, un individu seul est capable de se reproduire, et ça s'appelle l'apomixie. Je le signale pour les fans de plantes et les botanistes qui nous écoutent. Je vais te laisser un peu parler, juste le temps de dire que parthénogenèse vient du grec parthénos qui signifie tout simplement la Vierge. Donc le célèbre Parthénon à Athènes, c'est le temple qui est dédié aux Vierges. Je le signale au passage, le Parthénon. Qu'est-ce que tu voulais me dire
sur la parthénogenèse. Quels sont les insectes qui sont connus pour se reproduire de cette manière? Un grand exemple de parthénogenèse, on a les phasmes, y compris en France, où en fait les femelles n'ont pas besoin d'avoir leurs œufs fécondés par un mâle pour créer la future génération de femelles reproductrices. Chez certaines espèces, les œufs peuvent être fécondés, donnant ainsi des mâles, mais s'ils ne sont pas fécondés, ça donnera quand même des femelles. Et chez d'autres espèces, ils ne peuvent pas être fécondés du tout, ce qui fait qu'il y a certaines espèces qui ne sont constituées que de femelles, les mâles ayant complètement disparu. Et en fait, pourquoi la parthénogenèse existe? C'est parce que la reproduction demande beaucoup d'énergie aux femelles, et le fait de pouvoir pondre sans les mâles leur économise cette énergie. Donc c'est un avantage évolutif. Exactement. Par contre, la parthénogenèse ne permet pas l'apparition de beaucoup de diversité dans les générations produites. Du coup, ça réduit aussi l'évolution future. Les chances d'évolution. Exactement. Très bien. Parthénogenèse, il y aurait une émission entière ou deux à faire rien que là-dessus. Je précise des noms merveilleux. Il existe différents types de parthénogenèse. Il y en a beaucoup. Je vais juste en citer deux. Il y a la parthénogenèse thélytoque, T-H-E-L-Y-toc, comme toqué, thélytoque, qui n'engendre que des femelles. Et il y a la parthénogenèse arénotoque. Je vais même pas l'épeler. Il y a encore des H et des R et tout ça. Et la parthénogenèse arénotoque n'engendre que des mâles. Voilà. Et je finirai en disant qu'il existe une espèce de lézard, dit queue en fouet, Cnemidophorus. Et c'est le seul cas connu chez les vertébrés d'espèces où il n'existe aucun mâle. C'est-à-dire que tous les lézards de cette espèce sont des femelles. Il n'y a aucun mâle. Ça n'existe pas. Dans le monde entier. C'est quand même incroyable. Ouais, c'est exactement ce que je te disais pour certaines espèces de phasmes. C'est super intéressant, ce qui fait que ce qu'on connaît, la reproduction sexuée, c'est pas le cas chez toutes les espèces animales. Chère Héna, on a fait un épisode très gros, très obèse comme je les aime. On va se retirer sur la pointe des pieds, toi et moi. J'espère qu'on a appris beaucoup de choses à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je te remercie beaucoup pour ton grand sourire et la gourmandise avec laquelle toi et moi on a préparé cette émission. Je te retrouve très vite pour la suite où on va parler des menthes. Gros bisous, à plus tard Héna. Bye bye. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider. Si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone, ces avis anonymes, rédigés en quelques secondes, sont très importants. Au-delà de la gloriole, ils nous permettent en effet d'être plus avantageusement suggérés dans les moteurs de recherche. Nous n'avons qu'une trentaine d'avis pour l'instant, alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Je prie humblement les auditorices de prendre ces 20 secondes pour ce petit coup de pouce. Grand merci par avance. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don, même minime, sur le site Tipeee ou Hello Asso. Je refuse de faire de la pub pour préserver notre indépendance et votre confort d'écoute. Mais ce podcast indépendant est fait sans aucune aide. Il n'est pas monétisable et j'y consacre 200% de mon temps. En attendant de trouver un partenaire auquel je lance un appel, et avant de devoir bientôt arrêter Baleine sous Gravillon faute de financement, je remercie du fond du cœur les abonnés et les futurs partenaires qui peuvent nous aider. Vos critiques, conseils et suggestions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie aussi tous les photographes animaliers qui viennent chaque semaine en toute simplicité, en toute générosité, partager leurs sublimes photos sur la page de Baleine sous Gravillon. Je remercie enfin mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.